L'adolescence, c'est une période de grands changements et de découvertes, mais c'est aussi le moment idéal pour construire les bases d'une santé mentale saine. Et ça, ben, pour bien des jeunes, ça passe par l'activité physique. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça fait des semaines, voire des mois, qu'on est privé de son sport favori? Bienvenue à un nouvel épisode de nos premiers podiums, le balado de la 55e finale des Jeux du Québec de Laval qui aura lieu à l'été 2022. D'ailleurs, à la toute fin de l'épisode, dans le cadre du segment Saviez-vous que, ben, on vous parlera d'opportunités d'emploi au sein du comité organisateur parce que oui, à ce jour, il y a encore des emplois disponibles et ça pourrait vous intéresser quelqu'un de votre entourage. Donc, restez avec nous. Maintenant, ben, à l'adolescence, on le sait, hein, ce ne sont pas les sources de stress ou encore d'anxiété qui manquent. On parle au développement des relations sociales, à la pression scolaire, au changement physique, bien, ajoutez à ça une pandémie qui ne finit plus. Imaginez le chaos émotionnel vécu par plusieurs jeunes en ce moment. La bonne nouvelle, et il y en a une, c'est que les ados seront pleinement capables de faire face aux différents défis de la vie s'ils sont bien outillés. Et pour aborder ben, l'activité physique ouais, et la santé mentale, je vous présente mes invités. Notre experte du jour, elle est professeure adjointe à l'École de kinésiologie et de l'activité physique ouais, à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est également chercheuse au centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que son programme de recherche porte sur l'activité physique, et la santé mentale, entre autres, avec les adolescents et les jeunes qui sont là en transition vers l'âge adulte. Pile poil notre sujet du jour. Isabelle Doré, bienvenue à nos premiers podiums. Merci beaucoup pour l'invitation. Notre étudiante athlète invitée, elle est attaquante avec l'équipe de volleyball des Citadins de l'UQAM. C'est aussi notre coordonnatrice planification et gestion par site là, avec le comité organisateur. Elle s'est permise une petite pause là, avec les reports de la finale pour réaliser un certificat en perfectionnement en gestion. Donc, Catherine Bourgault, c'est un peu ton balado aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi. Tout de suite, j'ai envie de commencer avec Isabelle. Catherine, si tu me permets, parce que je trouve que quand on parle d'activité physique et de santé mentale, ben, il faut commencer par voir le portrait d'ensemble de la situation. Justement, Isabelle, qu'est-ce que les chiffres nous apprennent sur la situation actuelle? Donc, de manière plus générale, si on peut parler pré-pandémie, déjà les jeunes, qu'on dit les jeunes adolescents et les jeunes en transition à l'âge adulte, fait que souvent on regroupe les 15-24 ans, des fois parfois même les 15 à 30 ans. On sait que dans la population, c'est le groupe qui est le plus à risque de développer des troubles mentaux courants. Puis quand on parle de troubles mentaux courants, on parle principalement de troubles anxieux et de troubles dépressifs. Donc, la situation n'est pas nécessairement réjouissante pour les jeunes. Ça s'explique exactement comme tu l'as dit, Émilie, en introduction. La période de transition à l'âge adulte, c'est une période où il y a l'acquisition de l'indépendance financière, de l'indépendance au niveau du lieu de vie souvent, la conciliation entre le travail, les études, les relations amoureuses, des échecs, des succès, beaucoup de stress, beaucoup de nouveautés. Puis ça fait une espèce de cocktail explosif pour développer de belles choses, mais aussi souvent, ces périodes-là engendrent beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, qui peuvent mener pour certaines personnes qui seraient moins bien outillées, par exemple, ou quand il y a une trop grande accumulation, même si on a un super coffre à outils, des fois, quand il y a une trop grande accumulation, ça amène au développement de différents troubles. Par rapport à la situation actuelle, je regardais les chiffres qui ont été publiés ce matin par l'INSPQ, par l'Institut national de santé publique du Québec, et ça montre que les jeunes, cette fois-ci, c'est les 18-24 ans parce que les enquêtes sont menées uniquement auprès de la population adulte, que les jeunes de cette tranche d'âge-là représentent les plus hauts niveaux de stress, de détresse psychologique, de symptômes anxieux, plus faible résilience. Donc, dans le contexte actuel de la COVID, nos jeunes sont vraiment ceux qui sont les plus affectés, les plus atteints. On parle du tiers environ là, qui aurait une détresse psychologique élevée pouvant mener à l'émergence de différents troubles, ce qui est énorme, là, c'est un jeune sur 3. Donc, la situation n'est pas nécessairement réjouissante actuellement. Ceci étant, on sait qu'il y a des trucs, puis je sais qu'on va en parler tout à l'heure, il y a des stratégies, des comportements qu'on peut adopter qui peuvent aider. Tout particulièrement parce qu'on sait aussi, puis je termine là-dessus, que les troubles anxieux, les troubles dépressifs, la détresse se développent beaucoup à l'adolescence et durant la période de transition à l'âge adulte. 75% des gens, là, et ça c'est global et mondial, qui ont des troubles anxio-dépressifs une fois dans leur vie, ces troubles-là sont apparus durant l'adolescence
ou au début de l'âge adulte. D'où l'intérêt d'essayer de construire cette boîte à outils, d'optimiser la bonne santé, de réduire les symptômes anxieux et dépressifs pour éviter que ces troubles-là se développent ou reviennent ou deviennent un peu chroniques à travers le temps. Catherine, je te fais faire un petit voyage dans le temps. C'est quoi tes souvenirs, toi, de ta période à l'adolescence? Oui, un petit peu comme Isabelle le disait, là, c'est une période qui est quand même assez charnière, tout ça. Ça a été une période difficile pour moi, l'adolescence. J'ai rencontré mon sport, le volleyball, assez tardivement. Puis avant ça, en fait, c'est ça, t'es à la recherche de tout. Tu sais pas un peu ce que tu veux faire, qui tu es. Puis le volley, moi, m'a permis cet échappatoire-là en me démontrant le potentiel que j'avais. J'ai appris à m'aimer au travers de mon sport. Mais avant ça, j'avais pas découvert mon potentiel encore, j'avais pas tant d'estime de moi, puis l'activité physique m'a vraiment permis d'aller chercher cet amour-là pour moi, de me dire, OK, si je mets de l'effort quelque part, je peux y arriver. Je me souviens, à 15 ans, j'avais décidé que j'allais vivre dans l'Ouest canadien après mon secondaire. Moi, j'aimais pas l'école, je voulais pas aller au cégep, encore moins à l'université. Fait que là, j'avais écrit avec quelqu'un, tout ça, je m'en allais vivre là-bas. Je me suis dit, bon, je vais travailler en anglais, je vais apprendre l'anglais, tu sais, c'est une belle région aussi. Et finalement, en secondaire 5, cette personne-là ne peut plus m'héberger. Ma mère, bien sûr, elle ne laissera pas sa fille de 17 ans partir toute seule très loin dans le Canada. Donc, c'est par le sport que je suis rendue que je suis aujourd'hui. Je suis allée au cégep en tremplin deck. Je me suis essayée pour le volleyball, j'ai été prise et maintenant, je suis rendue à l'université pour le volleyball. Puis dans tout ça, j'ai appris à me découvrir durant ma technique au cégep. Oui, je suis allée au cégep à la base pour le volleyball, mais j'ai appris, je suis bonne dans cet emploi-là, c'est le fun, je suis en train de me découvrir. Fait ça m'a vraiment poussée à développer mon potentiel puis à aller chercher des pistes aussi ailleurs que juste dans le sport, là. C'est un petit peu ça mon parcours. Puis j'ai aussi envie de t'entendre, Isabelle, parce que, je suis aussi curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené vers cette branche-là, toi, de la recherche, puis à travers ta formation, parce que t'as été une ballerine, toi. J'ai été, alors petite, plus jeune, j'étais au Grand Ballet canadien. Puis moi, pour ma part, j'avais vraiment pas suffisamment de souplesse pour rentrer à l'école supérieure, puis pouvoir performer. Fait que j'ai arrêté du jour au lendemain. Je dansais 5 jours semaine, puis j'ai arrêté du jour au lendemain, puis je me suis complètement allée dans le sport. Puis Catherine, je te l'ai jamais dit, mais j'ai commencé par le volleyball, en fait. Fait que j'ai fait 4 ans de volleyball au secondaire. Puis après ça, je suis allée au flag football. Donc, ça a été un petit peu mon parcours. Jamais au niveau où tu es, Catherine, mais quand même, ça a occupé une très, très grande partie dans ma vie, effectivement. Puis là, on le sait, les preuves sont plus à faire. L'activité physique peut maintenir ou améliorer la santé mentale, chez les jeunes et même chez les gens en général. Isabelle, de quelle façon? Qu'est-ce qu'on regarde pour être capable de dire ça? En fait, il y a plein de choses. Puis si on pouvait résumer là, globalement, puis je dirais que la littérature depuis les 20-30 dernières années nous a appris énormément de choses. Puis maintenant, on parle d'activité physique pour le traitement des troubles mentaux, pour la prévention des symptômes de troubles mentaux, puis pour la promotion de la santé mentale. Donc moi, je travaille beaucoup plus en prévention, promotion, mais c'est quand même intéressant de voir que maintenant, les psychiatres, dans leur guide de pratique clinique, ils ont une petite ligne qui dit que l'activité physique peut être utilisée comme traitement de la dépression. On parle souvent de dépression légère à modérée, mais elle peut être utilisée comme traitement adjuvant. Fait qu'on parle de traitement en ajout, par exemple, d'une psychothérapie ou d'une pharmacothérapie, donc de médicaments. Mais ça démontre clairement que les preuves scientifiques sont suffisantes pour que la recommandation se soit retrouvée dans les guides de pratique clinique au Canada depuis 2016. Donc, nos psychologues, nos psychiatres ont ces guides de pratique, ces lignes directrices. Pour ce qui est de la prévention puis de la promotion, ce qu'on sait, c'est que l'activité physique permet, à travers plusieurs mécanismes dont je vais vous parler juste après, d'améliorer la santé mentale, donc plus grand bien-être, plus grand sentiment de qualité de vie, mais aussi de réduire le stress, les symptômes anxieux puis les symptômes dépressifs. Les 3 principaux mécanismes dont on parle, ce sont les mécanismes biologiques, psychologiques et sociaux. Donc, ces 3 mécanismes-là, ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils peuvent tous agir en même temps chez un individu puis faire en sorte qu'ils permettent d'optimiser la santé mentale ou de réduire la dépression ou l'anxiété. Vraiment brièvement, parce que les mécanismes biologiques, c'est très loin de mon expertise, mais on sait que quand on bouge, ça favorise l'action des neurotransmetteurs. Donc, on sécrète de la sérotonine, de l'endorphine, puis on sait que ces hormones-là sont reconnues pour leurs effets antidépresseurs, analgésiques, euphorisants. Fait que directement,
de niveau très immédiat quand on fait de l'activité physique, on sécrète euh, on sécrète justement ce que je disais, la sérotonine, l'endorphine, puis ça nous permet justement de se sentir mieux. On sait aussi qu'en faisant de l'activité physique, mais veut pas, on bouge, on augmente notre chaleur corporelle, meilleure circulation sanguine dans tout notre corps, mais aussi au cerveau. Puis on sait que quand le sang circule mieux au niveau du cerveau, ça permet, une meilleure régulation des hormones du cortisol. Puis le cortisol, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est l'hormone du stress. Hein? Est-ce que c'est ça aussi qui explique quand on dit que de faire bouger les jeunes à l'école, ça les aide, entre autres, avec la concentration en classe, et c'est à ce niveau-là que ça agit? Effectivement, notamment à travers la sécrétion puis la régulation du cortisol. Donc, on sait que ça permet d'avoir un effet très immédiat sur une meilleure gestion du stress puis la réduction du stress. Ce dont parlait Catherine tantôt beaucoup, c'est beaucoup les mécanismes psychosociaux, en fait. Donc, le fait de faire de l'activité physique, de se fixer des objectifs, d'entreprendre quelque chose, de le réussir, d'être fier de soi, d'avoir le sentiment qu'on a un certain contrôle sur sa vie, sur son existence, c'est vraiment, vraiment des déterminants hyper importants de l'estime de soi puis de la santé mentale. Donc ça, c'est beaucoup les mécanismes psychologiques qui entrent en ligne de compte. Les autres types de mécanismes qui, moi, m'intéressent beaucoup sont les mécanismes sociaux. Donc, on sait que l'activité physique, puis on ne parle pas nécessairement d'une équipe sportive comme Catherine le décrivait, tout contexte de groupe, plus ou moins formel, mais ça favorise les interactions sociales, ça favorise l'élargissement du réseau social, puis on sait à quel point c'est important chez les jeunes, notamment à l'université, mais au collégial aussi, puis en transition vers la vie adulte où on perd ces contextes-là d'école qui sont très structurants, l'activité physique peut être vraiment un véhicule de se retrouver entre amis. Puis, toutes ces relations sociales-là fournissent du soutien social, qui est un des principaux déterminants de la santé mentale. Donc ça, c'est vrai chez les jeunes tout particulièrement, mais c'est vrai aussi chez les adultes un peu plus âgés, chez, par exemple, les jeunes mamans qui sont à la maison, qui font un cours de yoga, puis qui se retrouvent avec d'autres mamans, puis qui peuvent échanger, ou chez les personnes âgées qui n'ont pas du tout envie de bouger, mais que finalement, aller prendre une petite marche avec un club de marche, ça devient soudainement beaucoup plus intéressant parce qu'on peut jaser en même temps. Kat, je me permets de t'appeler Kat parce que tu es ma collègue de travail. À la lumière de ce qu'Isabelle vient de dire, qu'est-ce que tu fais comme constat de ta santé mentale? Parce que, tu sais, on a des routines, c'est ça, à un moment donné, on embarque dans une routine, surtout quand on est athlète, tout va très, très vite. On a l'impression souvent que tout va bien et là, oups, on se retrouve en pandémie et finalement, on se retrouve avec nos pensées. Est-ce que ça te fait réaliser Oui, des choses? Toi, est-ce que tu fais des constats? oui, ben en fait, on en fait des constats. Puis avec l'UQAM, on a aussi une équipe en santé mentale. Donc, on a des rencontres, ce qui a beaucoup aidé durant la pandémie. Puis, ils nous emmènent souvent à décrire notre stade par couleur. Donc, est-ce qu'on se trouve dans le vert, dans le jaune, dans le rouge ou des entre-deux? Fait qu'on fait souvent des constats que c'est jamais égal. Donc, en temps de pause de pandémie, ou même si je me remets avant, durant mon 4 ans de pause, ou que, entre mon cégep et mon université, c'est vraiment du chevauchement, tout ça. Souvent, on parle durant la pandémie de se réinventer, mais je crois là-dedans, il ne faut pas s'oublier. Puis moi, c'est ça que j'ai découvert beaucoup. C'est si tu es un athlète, tu es habitué de faire du 15 à 20 heures de sport semaine, d'avoir beaucoup de contacts sociaux parce que ton équipe, tu le vois plus souvent que ton chum, que tes parents, peu importe. Mais il ne faut pas que tu coupes ça à zéro. Il ne faut pas passer à 2 heures d'activité physique par semaine si on est habitué d'avoir un cadre hyper rempli. Fait que moi, ce qui m'a beaucoup aidé à garder cette santé mentale-là, c'est de rester active. Donc oui, se réinventer, mais pas s'oublier. Je suis une personne qui aime se dépasser, qui aime être active, donc de sortir dehors, de faire des efforts, de trouver, justement, j'ai essayé le yoga, j'ai essayé, ben là, l'escalade, j'avais déjà commencé avant. Donc là, on veut essayer le ski de fond aussi. Donc c'est de pas arrêter du jour au lendemain la personne que tu étais. Si tu étais un athlète, il ne faut pas que tu deviennes un couch potato pendant 2 mois parce que c'est là que je trouvais que c'était plus difficile mentalement. Mais il faut aussi se permettre de décrocher ça. J'ai réalisé, la première fois qu'on a été en arrêt, j'ai essayé de continuer à fond, à 100%, l'entraînement à la maison, des élastiques, j'en ai éclaté, à trop forcer, tout ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut apprendre à lâcher prise. Puis ça, c'est difficile pour un athlète de se dire j'ai le droit de rien faire aujourd'hui. Fait qu'il y a tout ça là-dedans. C'est pour ça que je dis c'est beaucoup du up and down que ça m'a fait réaliser. C'est on n'est plus à la performance quand on est en pause, mais il faut rester concentré, puis il faut rester la personne qu'on est. Mais il faut aussi se permettre d'être dépressif. Ben, pas dépressif, mais il faut se permettre des journées où ça va moins bien. Puis ça ne nous tente pas de faire l'exercice maison. Puis c'est humain, tu sais, faut pas oublier ça dans tout ça, puis faut pas se culpabiliser de trouver ça difficile.
Et ce qui nous a aidé beaucoup là-dedans, puis moi, ce qui m'a aidé beaucoup l'an passé aussi, quand on avait beaucoup de pauses, on repart 2 semaines, on arrête 2 mois, on repart. À un moment donné, on est reparti une journée. Donc, on avait eu 2 mois d'arrêt, on s'entraînait une fois, puis une conférence à 5 heures, puis le lendemain, il fallait tout arrêter encore. Puis ce qui a beaucoup aidé, c'est d'en parler. Donc, ça revient un peu au réseau social. Donc, on avait des rencontres une fois de temps en temps, l'équipe ensemble, puis d'entendre les autres parler qui trouvaient ça difficile aussi, qui avaient des journées c'est plus difficile, autant qu'il y en a d'autres que ça allait super bien durant cette semaine-là, bien, c'est le fun aussi d'entendre ça, de voir, OK, on n'est pas tout seul dans cette pandémie-là. Il y a d'autres gens avec qui on peut se confier, qu'on peut parler, puis on réalise finalement, bien, c'est normal d'avoir des downs. Puis c'est normal aussi d'avoir des ups. Des fois, je me sentais mal de me dire, hey, cette semaine, je suis confinée, mais je vais super bien. Mais il faut l'accepter aussi, ça peut arriver, puis il ne faut pas se sentir mal de le dire, puis d'en parler. Puis je pense aussi que l'espèce de yo-yo dans lequel on se retrouve, tu sais, qui nous fait aller dans toutes sortes d'émotions, effectivement, c'est un bon point. Puis, tu sais, Isabelle, ça me pousse à te demander justement le défi pour les jeunes à l'heure actuelle de garder cette motivation-là. Parce que, bon, Catherine est rendue Catherine, de quel âge exactement? Je vais avoir 26 ans la semaine prochaine. OK, Catherine a 26, mais ça reste qu'elle a elle a acquis une maturité avec le temps. Mais si on parle à notre 12-17 ans là, qui s'est fait enlever pour plusieurs ce qu'ils aiment le plus faire à l'heure actuelle, un sport de prédilection, comment on reste motivé là-dedans? Mais c'est une super bonne question, puis je pense que Catherine a vraiment pointé plein de belles choses. Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est d'être bienveillant envers soi-même. Je pense que c'est la première chose. Puis Catherine, tu l'as beaucoup dit, surtout pour les athlètes. C'est vrai en population générale, là, mais surtout pour les athlètes, de ne pas se culpabiliser. Parce que le contexte est tellement empreint de défis à tout niveau que si on commence à se culpabiliser, puis si on était couch potato pendant 2-3 semaines, puis peut-être même 2 mois à la limite, mais il ne faut pas se culpabiliser, puis il ne faut pas se dire, ben c'est trop tard, c'est fini. Je pense que ça, c'est la première des choses, d'accepter que c'est difficile. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, les athlètes ou les jeunes, par exemple, qui sont dans les milieux, à la limite, je voudrais dire, plus favorisés. Tu sais, si, par exemple, vous êtes dans un beau contexte, vous avez des parents qui sont soutenants, je veux dire, vous n'avez pas eu la COVID, il n'y a personne autour de vous qui l'a eu, mais c'est normal que malgré tout ça, ça soit difficile. C'est pas parce qu'on semble avoir les conditions réunies que tout devrait être facile puis instinctif. Fait que ça, je pense que d'être bienveillant envers soi-même, c'est quelque chose qui est super important. Rester motivé, c'est certain qu'il existe plein de petits trucs. Je pense que les petits trucs, ils doivent être un peu revisités dans le contexte de la COVID parce qu'ils sont moins évidents. Il y a des choses, je pense, simples, mais il y en a 2 principales sur lesquelles je voudrais insister. La première chose, d'accepter de faire différemment, puis peut-être d'innover. Il y a beaucoup de choses qui ont été limitées. Évidemment, si vous faisiez des sports qui impliquent un entraînement en salle ou qui impliquent, par exemple, justement des matchs de volley dans un gym avec plusieurs personnes, ça fonctionne pas, c'est quelque chose, puis le yo-yo va probablement continuer encore un petit peu. Donc, je pense d'accepter d'essayer des nouvelles choses. On parlait hier ensemble du plein air, c'est sûr que tout ce qui se fait à l'extérieur, mais c'est une super belle opportunité d'essayer des nouvelles choses. À la limite, ça peut peut-être mener à des nouvelles rencontres, des moments cocasses, ça peut peut-être rapprocher les parents puis les jeunes aussi, parce que souvent, le plein air, bien, ça implique d'aller un peu à l'extérieur, fait qu'il faut se déplacer. Fait que je pense d'essayer des nouvelles choses, ça serait un truc super important. Puis 2, d'essayer de se soutenir le plus possible socialement. Si c'est pas possible d'aller courir ou de s'entraîner ou peu importe avec un ami ou avec quelqu'un, ben peut-être essayer de le faire avec quelqu'un de notre famille, à la limite, même si c'est pas le même niveau d'activité physique, ça peut être la motivation suffisante. Puis si c'est pas possible de le faire physiquement avec quelqu'un, c'est, je pense, de se fixer des objectifs mutuels avec quelqu'un de son équipe ou avec quelqu'un avec qui on est capable où on est habitué de s'entraîner. Puis je vous le dis supposons à une échelle pas du tout compétitive qui est moi-même, j'ai beau être professeur puis enseigner en activité physique puis en promotion de l'activité physique, j'ai pas été nécessairement la plus active durant la pandémie. Puis il a fallu que je me trouve des trucs. Puis mon plus récent, c'est avec une de mes agentes de recherche de se dire, OK, on va courir puis on se texte à chaque fois qu'on réussit à le faire durant la semaine. Fait que c'est une façon de se motiver, même si on n'est pas ensemble pour le faire, mais d'essayer vraiment de trouver des trucs puis de soutien entre nous de cette façon-là. Fait que je pense que le volet social de soutenir est super important. Excuse-moi, vas-y, Émilie. Non, mais j'allais dire, je pense aussi qu'il faut ajuster nos attentes personnelles, c'est-à-dire que les objectifs
qu'on va se fixer comme athlète en temps de pandémie, quand on n'a pas accès à notre sport puis qu'on veut juste bouger, ça peut être, tu sais, je vous donne le plus bel exemple. En ce moment, mon plus belle activité, c'est nono, mais c'est pelleter. Mais j'aime donc ça, pelleter. Puis là, ben, depuis le début de la semaine, si vous avez des contrats de déneigement, les filles, je vais le prendre. Mais ça reste que pelleter, c'est une forme d'activité physique. C'est pas jouer au soccer universitaire, c'est pas jouer au soccer AAA, mais de sortir dehors, de prendre l'air, de juste me déconnecter de ce que je faisais à l'intérieur. Souvent, ça me permet de couper la journée aussi. Là, on fait du télétravail, on est assis toute la journée devant notre ordinateur. Bien, je coupe la journée, je vais faire 15 minutes de déneigement, puis je rentre, puis je continue. Puis juste ça, ça fait du bien, mais mes attentes ne sont pas les mêmes non plus. Kat, qu'est-ce que tu fais pour bouger, toi? Autre que ton volley, parce que tu es genre mort du plein air. Là. Oui, ben c'est ça. Je l'étais déjà avant la pandémie, fait que je pense que ça l'aide, mais ça reste avec la pandémie. Il y a eu des enjeux que nous, on allait souvent aux États-Unis faire du rando camping, l'escalade, tout ça. Là, c'est fermé depuis 2 ans, on n'a pas été. Mais nous, ce qu'on fait, c'est le midi, on sort dehors à peu près 30 minutes. Je dis on, là, mon conjoint, il télétravaille aussi. Des fois, tu sais, c'est tout seul, dépendant de nos horaires. Mais des fois, mettons, ça me tente pas, là, comme tu dis, il faut se motiver, nos attentes sont pas là. Mais je me souviens, des fois, là, j'ai mal à la tête, là, je veux pas sortir du tout. Puis juste sortir, je reviens, puis je suis énergisée, puis ça fait une différence dans ma journée. Sinon, ben l'an passé, c'est l'année que j'ai le plus grimpé de ma vie, là. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans que j'ai commencé l'escalade, puis l'escalade de glace aussi. Et c'est l'année que j'ai le plus grimpé, donc c'est l'année que j'ai le moins joué au volleyball. Mais ça m'a permis, les fins de semaine, d'avoir l'énergie de faire autre chose. Donc, c'est un petit peu ça, je disais tantôt, il ne faut pas s'oublier. Si on dépensait beaucoup d'énergie quelque part, bien, il faut avoir un focus ailleurs. Moi, c'est un petit peu ça que je trouvais ça difficile au début. C'était on est habitué d'être tellement focus, d'avoir des objectifs, d'avoir des attentes, comme tu dis, mais c'est de le transporter sur autre chose. Donc là, j'ai pu me développer comme athlète à l'escalade, on va dire. Là, je ne suis pas une grande athlète, mais j'ai pu aller chercher des niveaux de plus, puis me dépasser à ce niveau-là aussi. Donc, ça m'a apporté une certaine fierté que je n'étais plus capable de trouver à la maison. On a fait des randonnées, du camping. Fait que, tu sais, le plein air m'a beaucoup aidé parce qu'il n'y a plus rien d'intérieur qu'on pouvait faire. On a fait un peu de yoga avec l'équipe de volleyball aussi, ça l'aidait, les muscu maison, mais ça reste, c'est individuel. Puis moi, je suis dans un sport d'équipe, donc c'est beaucoup le social, comme qu'on parlait, que je vais chercher qui me motive. Donc, de sortir dehors, tu croises des gens, tu peux inviter des gens, garder le 2 mètres, c'est plus facile aussi. Donc, ça m'a vraiment aidé à rester active. Là. Puis Isabelle, je me souviens t'avoir dit dans une autre entrevue que tu avais accordé que oui, tu peux sortir pour aller faire une activité individuelle, mais d'aller la faire dans un endroit public où est-ce que, bon, les règles sont respectées, tout ça, mais un parc, sortir en ski de fond, c'est sûr que tu vas croiser des gens. Donc, le lien social est peut-être un peu plus indirect, mais il est là quand même et il fait du bien. Tu as tout à fait raison. Puis je pense que je l'avais dit dans une entrevue au tout début de la pandémie. Moi, je suis quelqu'un qui courait beaucoup. Puis je pense qu'à être seule dans la pandémie, même courir, ça me tentait moins parce que je me sentais encore plus seule. Puis je m'étais mis à aller courir dans des endroits où il y avait beaucoup de monde. Puis les gens saluaient, par exemple. Puis je trouvais que ça amenait quelque chose. Je connaissais personne, je connaissais pas les gens que je croisais, mais c'était des gens de mon quartier. Je faisais exprès pour faire des routes où je savais que j'allais croiser des gens. Fait que miser sur les parcs ou miser sur le long de la voie ferrée, par exemple, où je courais. Les gens saluaient et tout. Puis je pense que le fait de savoir que d'autres personnes sont peut-être seules, mais qu'on se retrouve dans un milieu conjoint, déjà ça, c'est excessivement motivant. Puis Catherine, on a plein d'intérêts communs. Moi aussi, je grimpe beaucoup. Puis l'escalade, c'est quelque chose justement où les gens échangent énormément en escalade. Hein? Les gens se parlent au bas des passoires. Exactement. Tu sais, puis les gens se donnent des conseils et tout. Fait que c'est une façon, des fois, de trouver le moyen de voir des gens en randonnée la même chose. Les gens se parlent en randonnée. Fait que c'est des façons, je pense, de se retrouver avec d'autres dans des contextes qui sont sécuritaires dans le contexte actuel. Puis pour les athlètes qui donnent peut-être l'opportunité de renforcer justement d'autres muscles, de faire d'autres choses, je pense que c'est vraiment une belle stratégie et une belle solution. Puis, tu sais, juste d'échanger un sourire avec quelqu'un, tu sais, quand tu vis plein de choses à l'intérieur, là, t'as beau ne pas connaître la personne, c'est tellement puissant que effectivement, ben, ça vaut de l'or.
Catherine, tantôt, tu as mentionné quelque chose rapidement, tu as parlé des médias sociaux, puis je trouve qu'on les aborde, on doit les aborder parce que, de un, c'est un thème qui est récurrent dans chacun de nos épisodes. Quand on parle d'anxiété de performance, on les aborde. Quand on parle d'échecs et de blessures, on les aborde. Quand on parle de pratiques multisports, on les aborde. Le temps d'écran a explosé dans les dernières années. C'est une situation qui, oui, est alarmante. Les experts le disent. Et surprenamment, Isabelle, toi, tu y trouves quand même un peu de positif, même en temps de pandémie. Oui, je pense que oui. Il y a plein de choses. Premièrement, on a transféré des choses qui se faisaient en présentiel en virtuel à la vitesse de l'éclair. Là, je veux dire, c'est vrai pour le système de santé. On fait des choses impressionnantes, mais c'est vrai pour l'activité physique. Fait qu'il y a plein de choses qui se faisaient juste en présentiel, qui ont été transférées, que ce soit du yoga, des choses comme ça. Fait que je pense que l'accessibilité à beaucoup de programmes d'entraînement, notamment, ou d'activité, a été accrue à travers ça. Il y a beaucoup de groupes qui sont nés aussi sur, par exemple, des plateformes comme Facebook, Instagram, des choses comme ça, que moi, personnellement, je trouve excessivement inspirantes. Il y a des groupes de randonnée, notamment beaucoup de groupes de femmes. Puis ça, je trouve ça personnellement très inspirant aussi, des femmes en expédition, des choses comme ça. Je pense que là où il faut faire attention, c'est la comparaison à outrance. Je pense que le danger, il est peut-être là. Je pense qu'il faut l'utiliser comme quelque chose pour s'alimenter, mais il faut faire attention à ne pas se dire, mais mon Dieu, comment ces gens-là ont réussi à faire ça? Mais pourquoi eux, ils ont donc bien de facilité? Pourquoi ça? Puis ça, je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est le plus grand danger. Puis il faut juste pas oublier qu'on montre toujours le meilleur de nous-mêmes, hein, sur les réseaux sociaux. J'écoutais hier un vidéo d'un ultra-marathonien qui fait des ultra-trails. Puis il disait clairement, il dit, quand ça va pas dans ma course, c'est pas le moment où je prends ma caméra pour que vous me voyiez. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, aussi pour les photos qu'on pose sur les différentes plateformes. Je pense qu'il faut juste en faire une utilisation saine. Donc, soit sur les réseaux sociaux, de s'inspirer des idées. Moi, les idées de rando, les idées là, de voyage sont peut-être plus limitées, mais à travers le Québec et tout, pour moi, c'est une super belle source de motivation. Puis je pense que ça peut l'être pour beaucoup, beaucoup de jeunes puis de gens aussi. De regarder les programmes qui se font en ligne, je pense que c'est aussi une belle stratégie. Puis il y a aussi quand même des choses assez innovantes qui existent. Je veux dire, que ce soit les montres intelligentes, que ce soit les différents programmes. J'ai une collègue de travail, par exemple, qui fait des entraînements en réseau, en vélo, sur route, à travers le monde avec des gens. Je veux dire, il y a plein de belles choses qui se font. Puis je pense qu'on peut utiliser la technologie à bon escient pour nous motiver en activité physique. Il faut juste être très, très, très soucieux de ne pas se créer davantage de stress ou d'anxiété par rapport à ça. Kat, comment qualifierais-tu ton utilisation des médias sociaux, toi? Oui, Est-ce moi, qu'ils je nuisent peut-être. à ta pratique ou sont Est-ce plutôt... que quoi, j'ai pas compris? est-ce qu'ils nuisent à ta pratique, à ta santé mentale, ton état, ton bien-être ou... Non, en fait, je pense qu'il m'aide, un peu comme Isabelle disait, ça permet de garder contact puis de se motiver en groupe. Je suis dans les rares cas aussi que j'ai encore un forfait cellulaire de 13 par mois, puis j'ai été longtemps sans Oh mon Internet Dieu, ni TV. c'est tellement beau! Ouais, donc là, je dirais que la pandémie me change un petit peu à ce niveau-là et je les utilise vraiment plus. Aussi, d'être au volleyball, ça m'a fait aller sur plus de réseaux. J'avais pas d'Instagram avant, maintenant j'en ai un pour les suivre. Donc, pour moi, je dirais pas que c'est négatif parce que c'est pas abusif. Je l'utilise vraiment pour, justement, soit m'entraîner, nos rencontres Zoom, discuter, tout ça. Mais sinon, tu sais, ça se limite pas mal à ça. C'est sûr, un petit peu plus de Netflix parce que là, maintenant, c'est ce qui remplit nos soirées. Mais c'est ça, je dirais, c'est vraiment plus favorable. J'ai pu faire des cours en ligne, justement, d'entraînement HIIT, du Zumba, du yoga. Fait qu'au début de la pandémie, j'utilisais beaucoup pour ça. Maintenant, avec le plein air, tout ça, justement, on s'est découvert plus de groupes. Donc là, on sort plus. On a déménagé aussi durant la pandémie. Donc, on est rendu dans le Nord. Fait que ça me permet de sortir beaucoup plus que quand j'étais à Laval. Puis qu'on n'avait pas le droit de sortir de notre région. À Laval, à un moment donné, le centre de la nature, j'avais fait le tour. Donc, je dirais c'est pas mal ça, mais ça l'aide vraiment à garder contact. Moi, c'est ça, mon utilisation, c'est pour garder contact puis savoir que les autres vont bien ou si ça va pas bien, pouvoir être là l'un pour l'autre. Avec ma famille aussi, ils habitent très loin, ma famille, donc ça m'a permis beaucoup de garder un contact plus visuel là, avec les vidéoconférences et c'est excellent. J'ai changé d'emploi, comme tu disais aussi, là, j'ai pris une pause en retournant à l'université, donc là, j'ai un travail à temps partiel, mais je n'ai jamais rencontré cette équipe-là. Mais là, avec la vidéoconférence, ça permet de les voir aussi. Donc, moi, je trouve qu'il y a du positif là-dedans. Puis je me remets à quand j'étais au cégep, que j'ai été 4 ans sans Internet, puis je me disais, j'aurais pas passé au travers d'une pandémie sans Internet, sans TV, là.
heureusement qu'aujourd'hui, je l'ai, là, parce que ça aurait été vraiment plus difficile. Puis je pense aussi, il y a tellement de contenu de qualité gratuit sur les médias sociaux. Tu sais, je pense, exemple, si tu es dans la branche 12-17, tu t'approches du 17 ans, bon, des fois, tu travailles pour te payer tes choses, te payer ton abonnement au gym, tout ça. Là, attends une minute, là, il y a des gens qui prennent de l'initiative, qui présentent leur entraînement gratuitement sur Internet. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir ton compte Instagram et reproduire ce que tu vois de chez toi ou du contexte ou de l'environnement que tu veux le faire. Ça aussi, c'est fascinant. Donc, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de positifs, mais comme tu dis, Isabelle, c'est de faire attention de comment on l'utilise et que si ça nous amène du stress, ben là, je pense qu'il faut se poser des questions. En terminant, le dernier thème que j'ai envie d'aborder, c'est que, bon, on présente la façon d'avoir un bien-être émotionnel, bonne santé mentale, sauf que je pense que ça part beaucoup de ce qu'on a comme modèle à la maison, donc l'éducation et le rôle des parents, parce que en ce moment, plusieurs parents sont en télétravail et c'est la première chose que vous montrez à vos jeunes, c'est ce temps passé assis à être sédentaire. Donc, il y a quand même aussi je dirais, un drapeau à lever pour être peut-être attentionné à ça, là. Oui, tout à fait, c'est certain. Puis je pense que la première chose que je mentionnerais, un peu comme d'être indulgent puis bienveillant envers soi-même. Je pense que comme parent, parce que je suis une maman de deux petites filles, faut aussi être indulgent envers soi aussi. C'est sûr que nos enfants nous ont vus, surtout dans la première vague de la pandémie. Je veux dire, moi, mes filles m'ont vu 10 heures par jour devant un écran. C'est peut-être pas le modèle que je voulais leur donner, mais malheureusement, c'est un peu ce qui est arrivé. Fait que je pense que de reconnaître qu'on est un modèle, c'est super important. De pas se culpabiliser à outrance. Euh, mais de se dire aussi que nos enfants sont peut-être, puis c'est vrai pour les plus petits que pour les ados, je pense que nos enfants sont probablement une façon de développer des stratégies à travers l'activité physique pour faire des choses ensemble. Fait que je pense que le plein air là-dedans a vraiment une grande force. Du plein air à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, 50 ans ou 70 ans, ça se fait. Fait que ça, je pense que c'est comme une opportunité, je pense, la pandémie, le plein air, des choses comme ça, de se retrouver comme parents avec nos enfants puis de faire des choses qu'on n'aurait pas nécessairement fait. Le plein air en est une. Moi, je me rappelle, on faisait des vidéos de danse là, au début de la pandémie avec mes filles. C'était comme notre façon, on se faisait des pauses dans la journée. On n'avait jamais fait ça. On a ri comme ça n'avait aucun sens parce qu'on faisait ça toute la famille. On n'a pas une grosse télé à la maison. On était tout collés. Mon conjoint n'a aucune coordination. Fait que ça a vraiment donné lieu à des moments qui nous ont rapprochés. Puis mes filles sont enfants, sont un peu plus jeunes, mais en même temps, ça se ferait très bien avec des ados aussi. Ça peut être cocasse, même si c'est une période où des fois on a un peu honte de nos parents. Je pense que ça peut être des moments où on peut vraiment se retrouver. Puis, à travers plein d'activités aussi, l'escalade, nous, est venue. Moi, c'est mes enfants qui ont fini par m'inspirer. Ma fille a commencé à faire énormément d'escalade durant la pandémie parce qu'elle faisait du cirque. Puis le cirque, ben, ça fonctionnait plus. Fait qu'on s'est mis à autre chose. Puis, c'est maintenant elle qui nous tire, même si c'est une pré-ado, je vous dirais, là. Mais c'est elle qui nous tire, puis qui est rendue vraiment bonne, puis qui veut qu'on essaie des nouvelles choses. Fait que je pense qu'il faut se voir comme modèle. Mais je pense qu'il faut se faire inspirer par nos enfants comme parents. Je pense qu'il faut vraiment essayer de tirer tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Puis, veut pas, on est très fiers de nos enfants, mais de voir nos enfants fiers de nous aussi comme parents, je pense que c'est quelque chose qui apporte énormément. Fait que je pense qu'il faut peut-être le voir comme une opportunité de se rapprocher. Puis, ben, les jeunes, soyez juste indulgents envers vos parents qui ont soit pas de coordination, pas de rapidité au cardio, juste être compatissants. Mais je pense qu'il y a une belle opportunité là. Catherine, je sais que tu n'as pas d'enfant, mais en étant une athlète universitaire, en quelque sorte, tu es une modèle pour les générations qui te suivent. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une petite responsabilité aussi ou tu te dégages de ça? Non, je pense que peu importe le rôle qu'on a, on a une influence pour un groupe de personnes ou ça peut être une personne seulement, mais je pense qu'on a tout un rôle à jouer pour certaines personnes de notre entourage. Donc moi, je pense que notre rôle, c'est vraiment de se montrer qu'il y a des options autres que notre sport. C'est difficile, ça peut être frustrant, mais il faut pas s'acharner puis rester avec cette frustration-là puis cette haine-là. Ça fait 2 ans, ça fait longtemps, on ne sait pas encore pour combien. Fait qu'à un moment donné, il faut accepter la situation. Puis oui, on a le droit d'être fâché, mais il ne faut pas rester assis à attendre. Donc, c'est justement d'aller explorer ces options-là, puis on va peut-être découvrir que ben ça nous fait du bien. Oui, le volleyball, dans mon cas, c'est ce qui me libère le plus, c'est mon échappatoire, tu sais, c'est mon sport de prédilection. Mais j'ai réalisé que sortir une fois de temps en temps, ben ça fait du bien. Fait qu'à un moment donné, tu sors de plus en plus.
Puis là, tu réalises que ta période de confinement elle a passé plus vite que la dernière. Fait que je pense que c'est un petit peu ça le rôle que j'ai à démontrer, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Puis c'est possible de garder le focus. On a une saison, on espère qu'on va être capable de la finir. Donc, je peux quand même sans pratiquer physiquement, regarder des vidéos, continuer à être focus dans mon sport, mais garder mon activité en faisant autre chose, en allant dehors, en faisant du yoga, etc. Fait il y a moyen. Je pense que c'est ça le message à passer, c'est il y a moyen de passer au travers une pandémie. Il faut juste avoir une ouverture d'esprit, puis c'est ça, garder la tête haute, je pense que c'est le plus important. Les filles, en terminant, ben, j'aime donner l'occasion aux invités de présenter les projets sur lesquels ils travaillent en ce moment. Isabelle, je sais que, bon, avec la recherche, tu es en plein dedans. Qu'est-ce qui se passe en ce moment de ton côté? Bien, on a plein de projets. Je m'intéresse énormément beaucoup aux jeunes, justement, en transition à l'âge adulte. Là, je commence à m'intéresser justement plus aux activités de plein air, en fait, parce que on sait qu'à la fin, par exemple, du cégep ou de l'université, les opportunités de faire autant de sport sont réduites, tant parce qu'on a moins de temps comme jeune adulte ou parce que les opportunités sont moins importantes parce qu'on n'est plus dans un cadre scolaire. Donc, je m'intéresse à savoir qu'est-ce qui fait en sorte que des jeunes vont commencer à faire des activités de plein air. C'est quoi les prédicteurs? Puis ça pourrait potentiellement orienter nos interventions parce que les athlètes, notamment à l'adolescence, sont souvent ceux qui sont les plus à risque d'abandonner l'activité physique par la suite parce qu'ils ont été tellement focusés sur un seul sport à un niveau très élevé de performance et compétitif que quand ça se termine, ils se retrouvent devant rien, en fait. Donc, Catherine, tu as été hyper innovante, tu as trouvé des trucs, tu as trouvé plein de choses, mais le plein air en était un, mais c'est pas tout le monde qui réussit à faire ça. Fait que moi, je m'intéresse beaucoup au plein air dans cette perspective-là. Puis, petit aparté aussi, je m'intéresse aussi aux interventions en plein air, mais chez les populations en cancer, puis particulièrement chez les jeunes. Donc, on en a beaucoup parlé, on les a vus, tout le monde en parle, la Fondation sur la pointe des pieds, qui développe plein de programmes d'intervention, d'expédition thérapeutique. Puis, ils en ont fait une cette année chez des jeunes femmes, en fait, de 30 à 39 ans. Donc, une expédition de pêche à la mouche. Donc, je m'intéresse de plus en plus, justement, à l'impact de ces interventions-là, thérapeutiques en plein air. On sait que la nature apporte aussi un calme en plus de la dépense en activité physique qui peuvent être favorables pour la santé mentale. Fait que c'est beaucoup ce sur quoi je travaille actuellement. Fait que ça, théoriquement, ce serait le sujet de notre prochain balado. Super intéressant. Catherine, de ton côté, bon, je le sais que là, le volley est encore sur la glace pour le moment, mais sinon, qu'est-ce qui t'occupe ces temps-ci? Oui, bien, en fait, nous, le volley, on a le droit à être en diade. Donc, on a recommencé du 1 contre 1. En fait, on est en équipe de 2. Donc, ça fait vraiment du bien. Ça fait une semaine qu'on a recommencé. Donc là, c'est ça, c'est de se remettre dedans techniquement avec le volley, se préparer justement pour la saison. On espère que ça va repartir pour les provinciaux, puis après ça, les Canadiens, si possible. Donc là, c'est pas mal là-dessus que c'est remettre son focus, l'énergie vers le volleyball. Sinon, c'est sur la session. On vient de commencer une nouvelle session. Je commence un nouveau certificat, donc qui me motive vraiment beaucoup. Donc, c'est de me mettre là-dedans. Et sinon, mais comme je disais tantôt, là, je suis à temps partiel pour le Conseil québécois du loisir. Puis c'est un petit peu dans le sujet, là, je travaille sur un projet pour ces programmes du loisir pour les activités parascolaires au secondaire. Fait qu'encore une fois, on parle de se réinventer. Là, le parascolaire est arrêté en présentiel, donc c'est d'aider les organismes à offrir du en ligne, tout ça, voir comment on peut garder nos jeunes actifs, que ce soit dans toutes sortes de loisirs. Je pense que toutes les deux, vous avez pas mal de travail devant vous, mais surtout, je pense que le contexte actuel est vraiment propice à pousser ces champs-là, vraiment. Les filles, merci infiniment d'avoir accepté. Je suis contente que vous soyez rencontrées. Isabelle le disait, vous avez plein de points en commun. Vous allez peut-être finir par travailler ensemble sur un projet, qui sait, mais vraiment, je suis contente que vous ayez accepté l'invitation. C'était hyper pertinent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir. Oui. Vous le savez, à chaque épisode, on vous présente le segment Saviez-vous que qui nous permet de vous donner là, un maximum d'informations sur la 55e finale des Jeux du Québec. Eh bien, cette semaine, la parole est à notre comité organisateur qui vous parle d'opportunités d'emploi. Saviez-vous que le comité organisateur de la 55e finale des Jeux du Québec est à la recherche de personnel pour livrer son événement l'été prochain? On a ici 4 départements représentés avec Laura aux ressources humaines, Philippe à la direction générale adjointe et planification, Jonathan à la programmation et logistique et moi-même aux communications et partenariats.
OK, Steph, là, mais là, présentement, 100% des employeurs cherchent quelqu'un. Là, comment on va les convaincre de venir ici? Oui, OK. Alors, dans ce cas-là, le programme des Jeux du Québec propulse chaque année les 3300 meilleurs athlètes québécois de 12 à 17 ans vers l'excellence. On n'a qu'à penser à des athlètes comme Alexandre Despatie, Rosine Filion, Marianne Saint-Gelais, qui sont tous passés par les Jeux du Québec. OK, la mission est noble, on peut s'entendre là-dessus, mais qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir vendre un emploi qui s'échelonne sur seulement quelques mois, là? Ouais, c'est vrai. Mais le programme des Jeux, c'est un super tremplin pour les athlètes, mais c'est aussi un super tremplin pour le comité organisateur. Vous savez à combien de personnes on parle par jour? Vraiment, le chiffre, il est hallucinant. Et en plus, en termes de compétences, je ne vous dis pas. On travaille tous ensemble sur un événement de 10 jours avec 130 000 visiteurs. Si vous aimez les défis, vous serez dans la bonne équipe avec nous. OK, je pense qu'on tient de quoi de bon, mais là, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour rendre ça un petit peu plus intéressant, un petit peu plus sexy? À ça, je répondrais là, qu'on est une équipe tissée serrée. On est là les uns pour les autres, on est accueillant, on est agile, on est ouvert d'esprit. On est organisé, on est professionnel et soucieux de notre travail, ce qui ne nous empêche pas de rire en masse puis passer du bon temps. La confiance règne au sein de l'équipe, puis ce qui laisse à chacun quand même une belle autonomie. Oui, puis je pense aussi qu'il faut souligner notre capacité à nous adapter. Ça fait quand même 2 reports qu'on est ici. OK, ça marche. Je pense qu'on tient quelque chose. Moi, en attendant, je t'invite à aller visiter laval2022.jeuduquebec.com pour voir la liste complète des emplois à combler. Puis, qui sait, si tu travailles avec nous, tu vas peut-être même avoir la chance de rencontrer la coordonnatrice aux couleurs, la belle Louni. Merci à Stéphanie Leblond, Philippe Dutin, Jonathan Picard et Laura Corso. Et pourquoi pas saluer aussi Louni, notre petite coordonnatrice colorée. Merci également à nos invités d'aujourd'hui, Isabelle Doré et Catherine Bourgault. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que tous les épisodes depuis le début là, de l'histoire de ce balado sont disponibles au rds.ca/balado-diffusion, également sur différentes plateformes, entre autres iHeartRadio. Merci à vous, chers parents, athlètes, entraîneurs, spectateurs, bénévoles, d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de nos premiers podiums, là où on discute de sujets qui vont bien au-delà du sport.